Flash spécial, nous venons de l'apprendre. Depuis ce matin, le marché boursier a chuté de 21%, puis de 43%. Les plus grands sont sous pression, tels qu'Apple. Nous rentrons dans une grave crise financière qui touche les États-Unis pour le moment, mais qui risque d'arriver en France d'ici peu. L'économie tout entière est en danger. Faisons-nous face à une nouvelle dépression telle que 1929? Ou au-delà d'un désastre économique, un désastre social? Mais que s'est-il donc passé? Pour répondre à toutes nos questions, nos experts vont vous expliquer la situation. Dites-nous, pourquoi les subprimes sont-ils à l'origine de cette crise financière? Eh bien, c'est très simple. Au début des années 2000, la crise des nouvelles technologies entraîne une chute conséquente de la bourse et de l'économie américaine. Très récemment, la Réserve fédérale américaine, dirigée par Alan Greenspan, a mis en circulation de nombreuses liquidités avec des taux d'intérêt très faibles et qui augmentent considérablement l'enveloppe financière des banques. Un accès plus facile à la propriété immobilière par le biais des prêts. Les ménages américains foncent tête baissée et finissent par s'endetter après la chute des prix de l'immobilier en 2006 qui, parallèlement, a fait remonter les taux directeurs. Les mensualités de remboursement des ménages atteignent des sommets et leurs biens immobiliers sont alors saisis, un phénomène qui entretient la chute des prix de l'immobilier. En bref, les Américains se retrouvent alors dans un cercle vicieux. À la suite de cela, une certaine méfiance naît entre les banques, qui décident de ne plus prêter et entraîne une crise des liquidités qui leur aura coûté quelques 2200 milliards de dollars. Parfait. Et comment la crise des subprimes a-t-elle pu s'étendre à l'économie réelle dans tout le monde entier? Il faut savoir que la crise des subprimes a laissé un goût amer aux pays européens. Pour faire face, les États ont injecté de nombreuses liquidités, prenant le risque de s'endetter. La dette publique mondiale augmente aujourd'hui de 9,7% par an contre 5,8% avant la crise, selon le cabinet McKinsey et compagnie. On compte 25 000 milliards d'euros supplémentaires de dettes. Les pays européens s'inquiètent donc en pensant ce remboursement impossible, même si la Banque centrale européenne apporte une aide considérable depuis 2012. Les grands de l'Europe sont toujours en situation d'endettement. Les banques, quant à elles, s'en sont plutôt bien sorties, même si les règles de la finance mondiale ont changé dans le but de les protéger face à une éventuelle nouvelle crise. Quelles conséquences aujourd'hui va avoir dans notre vie la crise des subprimes? La crise financière qui a été débutée en 2007 a révélé que la politique monétaire devait intégrer un objectif de stabilité financière et que les institutions dont les difficultés risquaient de se propager à l'ensemble du système financier devaient être identifiées et surveillées. Elle montre également qu'il est nécessaire, dans un contexte où les doctrines et les pratiques traditionnelles de gestion des crises financières sont en mutation, de mettre en place de nouvelles réglementations et des mécanismes de résolution des crises pour limiter l'aléa moral et le coût pour la collectivité des mesures de soutien. Plusieurs réformes sont ainsi menées au niveau global dans le domaine des régulations financières. Au niveau de l'Union européenne, celles-ci comprennent des changements de législation, la création d'une nouvelle architecture de supervision et une transposition des nouvelles normes internationales. Un bilan va donc être dressé. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Abdelkader Xim, économiste américain. Donc, comme nous l'a abordé notre reporter Hugo, nous allons vous aborder le sujet concernant la crise financière qui a bouleversé le monde, la crise des subprimes. Tout d'abord, lorsque vous achetez une maison, vous demandez à la banque de vous prêter une certaine somme d'argent. En échange, vous remboursez mensuellement une partie de cet argent, plus des intérêts. En d'autres termes, on appelle cela un crédit. Si vous êtes suffisamment à l'aise financièrement, mais que le risque pour rembourser votre prêt immobilier est faible, alors les Américains appellent cela un prime. En revanche, si vous pensez que le risque est élevé car la maison est vendue à une personne ayant moins de moyens, alors ces personnes rentrent dans la catégorie des subprimes. Il faut savoir que l'immobilier aux États-Unis a augmenté depuis 1975 et en cas de défaut de paiement, la banque saisit le bien immobilier pour le revendre. Ce contrat signé au préalable entre la banque et l'acheteur est appelé un contrat hypothécaire. Eh bien, c'est très simple. Les banques présentent deux types de crédits. D'un côté, nous avons le Prime Lending Brand qui présente un taux d'intérêt faible où la banque prend peu de risques dans son prêt immobilier car, comme on vient de l'analyser précédemment, les emprunteurs sont susceptibles de rembourser le crédit. De l'autre côté, concernant les emprunteurs moins fiables qui représentent un risque de non-remboursement élevé, les banques leur accordent un taux proportionnel à leur risque appelé crédit subprime. À partir des années 2000, à cause de ces taux faibles, le bon du trésor qui suscite à l'acheteur d'être créancier de l'État ne rapporte presque plus rien.
Pour comprendre la crise des subprimes, les investisseurs ont investi dans les titrisations. La titrisation est une démarche effectuée par les banques en rassemblant ces prêts en lots afin de transformer les crédits hypothécaires en titres et donc qui permet de prendre une valeur sur les marchés financiers. Cela veut dire donc que les banques qui étaient propriétaires des prêts immobiliers revendent ces titres aux investisseurs tels que les banques, les assurances ou encore à Wall Street. Le risque pris sur un crédit subprime est compensé par un taux de crédit plus élevé et assemblé avec d'autres prêts ainsi répartis entre plusieurs acteurs financiers à travers le monde. Et plutôt qu'attendre un certain temps avant que les emprunteurs remboursent le prêt, la banque réalisera un profit immédiat en revendant ces titres.